Chers amis, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle émission de Gravé dans la pierre d'ici. Je vais aujourd'hui vous raconter une histoire très intéressante. C'est l'histoire de modestes paysans de ce hameau de Saint-Grépin, le hameau des Chapins. Vous voyez, qui domine la vallée de la Durance avec une très belle vue sur Réautier, Champcelas, une vue magnifique, grandiose. Alors, cette maison est extraordinaire parce que, à la fin du XVIe siècle, vers 1700-1720, une famille vivait là, une famille de modestes paysans, les Chapins, qui travaillaient essentiellement la vigne. On ira voir leur cave, on ira voir ce qui reste de leur vigne. Ils travaillaient le bois aussi, on ira à côté voir. D'ailleurs, il y a une forêt de bois rarissime, le genévrier turifère. Et cette famille est exceptionnelle car, à un moment, elle a quitté ce hameau et elle a donné naissance à un immense musicien qui est Frédéric Chopin. Alors nous allons dans le chemin rencontrer des gens incroyables, la comtesse Valeska, Napoléon, nous allons rencontrer les plus grands musiciens de l'époque. Nous n'allons pas faire la vie de Chopin, d'autres l'ont fait beaucoup mieux que nous pouvons la faire. Nous allons essayer de comprendre comment cette famille, partant de cette modeste maison, a donné naissance à un des plus grands musiciens de tous les temps. Voilà, donc nous visitons avec Denis Paluel, un voisin, ce merveilleux village des Chapins et nous allons continuer cette fabuleuse histoire des ancêtres paternels. Alors, Bandi nous suit. Allez, Bandi nous suit. On va se mettre sur cette belle terrasse. À l'époque, le village vit dans un certain état de pauvreté. Il y a ce qu'on appelle l'agriculture vivrière, l'autarcie, on fabrique tout. Et on a connu ça, n'est-ce pas, Denis, encore nous, dans notre enfance, ces paysans qui fabriquaient absolument tout. Le village est très ancien, en témoigne cette déesse matrone, cette matrone de l'eau, n'est-ce pas, Denis, oui. Déesse de l'eau, que Denis a mis là, à l'entrée de sa maison, que ça c'est très ancien, très ancien, donc un village très ancien. Alors qu'est-ce qui se passe en 1700? Pourquoi les Chapins quittent-ils ce beau pays? Bon, pays dur. Alors il y a plusieurs théories. Certains historiens disent qu'ils sont partis parce qu'il y avait la surpopulation, il y avait eu dans le XVIIe la peste, la pauvreté, la peste surtout, il y avait les guerres avec la Savoie, il y avait les guerres de religion, Richelieu commençait à détruire un peu les choses catholiques par là, donc c'est une théorie. Une autre théorie plus amusante, qui à mon avis qui peut être très crédible, qui est celle de Ladègue, le professeur, qui dit que les Chapins, c'était l'époque de la gabelle, on était encore sous la royauté. Pour se procurer du sel, il fallait payer la gabelle, un impôt très important. Étaient allés vers le duché de Savoie, trafiquer, comme on dirait aujourd'hui, faire un peu de trafic de sel, et se sont fait attraper. Et dans ce cas-là, il fallait partir parce que les peines pour le trafic de sel, pour échapper à la gabelle, étaient très fortes. C'était la prison. Ils sont partis. Alors, François part avec son fils Nicolas, par la route, par Briançon, l'école. Ils vont dans les Vosges où ils s'arrêtent un peu. François est épuisé, il va mourir à la fin du voyage. Seul survit son fils Nicolas et il s'installe à Zirocourt dans la Lorraine, en Lorraine. Et ils vont là, à nouveau faire quoi? Qu'est-ce qu'on sait faire quand on vit au Chapin? La vigne. La vigne. Il va travailler le bois, faire un charron et faire de la vigne. Et il va gérer le domaine d'un aristocrate local assez important. Alors on sait qu'à ce moment-là, la Lorraine est très proche, parce que le duc de Lorraine a des liens très importants avec la Pologne. Voilà. Alors cet aristocrate repart en Pologne et il amène dans ses bagages le Nicolas Chopin. Chopin parce que Chapin est devenu Chopin. Parce que dans le patois de la Lorraine, le O de Chapin se prononce, le A de Chapin se prononce O. Donc c'est devenu Chopin. Alors, tout ça c'est attesté par des documents anciens que l'on a retrouvés. Et là il y a une histoire très amusante, c'est que pour vivre, ce jeune Nicolas, maintenant Chopin, donne des cours de français, puisqu'il connaît parfaitement le français, sa langue maternelle qu'il a appris. Alors c'est l'époque où Napoléon fait des guerres, a envahi la Pologne, et Talleyrand a vu Napoléon dans son camp, là, un peu triste, il lui a dit « Je vais, sire, vous organiser une fête, un bal ». Il organise un bal dans la banlieue de Varsovie, là, et il présente une femme qui s'appelle Marie Valéza à Napoléon, qui lui dit « Madame, où avez-vous appris à si bien parler le français ?» Et elle lui dit « J'ai appris ça avec le jeune Nicolas Chopin. » Voilà. Ensuite,
On sait que Napoléon aura un enfant avec un garçon, avec cette polonaise. Hein, c'est la fiancée polonaise de Napoléon. Ce garçon d'ailleurs sera ministre des Affaires étrangères de Napoléon III. Quant à notre Nicolas Chopin, lui, il continue à donner des cours de français. Et il va donner, dans une famille aristocratique, le petit château à côté, des cours de français à la fille. Et là, il connaît la cousine de la fille du château. Et il va l'épouser. Elle est aristocrate, mais elle n'est pas riche. Mais il va l'épouser. Ils vont avoir 4 enfants. Et parmi ces 4 enfants, en 1810, naîtra Frédéric Chopin, qui va mourir, hélas, très jeune, à 39 ans, en 1849, place Vendôme, à Paris, dans des conditions assez difficiles, car on sait qu'il était tuberculeux et il avait des relations difficiles avec George Sand, il a eu une vie de misère. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il avait toujours à son cou la terre de Pologne, mais il n'a jamais cherché à revenir dans le Dauphiné, alors qu'il savait très bien par son père. Et on va voir, et ça c'est intéressant, que quand son père Nicolas lui écrivait, alors qu'il était en France, il lui donnait des expressions dans ses lettres que l'on retrouve ici dans la culture du pays. Par exemple, en patois, et il utilisait le patois local. Mario ta fille d'un bon sang, plante ta vigne d'un bon plan. Marie ta fille avec un bon sang et plante ta vigne avec un bon plan. Garder une poire pour la soif. Toutes des expressions typiques là, du Briançonnais. Voilà la saga des Chopin. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Nicolas Chopin a pu transmettre à son fils Frédéric, au futur génie de la musique, des valeurs, des valeurs de cette terre ici dans laquelle nous nous trouverons. Alors il y avait une valeur essentielle, c'était la vigne, parce qu'ici on travaillait la vigne. Les Chapins, bien que assez paysans assez pauvres, avaient des vignes au-dessous. Et on allait, tout à l'heure, on va visiter leur pressoir, on va visiter ces choses-là, voir comment ça fonctionnait. Et ils avaient aussi la religion, et notamment la confrérie des pénitents, qui était une façon de s'entraider. C'était une confrérie d'entraide, mais aussi très mystique, très religieuse, où on chantait beaucoup. Il y avait beaucoup de chants, donc il y avait déjà là aussi une initiation musicale très importante. Et il y a des parchemins qui ont été écrits par Nicolas, l'ancêtre de Chopin. Alors on va aller voir cette église du Villard, l'église des pénitents du Villard. Parce qu'il y avait au Villard une confrérie des pénitents. Ça s'appelle Saint-Michel. Ça s'appelle Saint-Michel. Et ensuite nous irons un peu plus bas voir la confrérie de Guyon et voir aussi cette plantation de genévriers turifères, des arbres antiques qui étaient déjà là il y a 2 millions d'années. 2 millions d'années, Denis. Voilà donc, avec Denis Paluel, le dernier agriculteur des Chapins, dans cette mystérieuse église du Villard. Je dis mystérieuse parce qu'on verra qu'il y a des symboles là, derrière vous, et ces symboles, ce sont les symboles des pénitents. En effet, les compagnies des pénitents jouaient un rôle très important dans la formation des jeunes. Et je pense que ce fut le cas pour l'ancêtre de Frédéric Chopin. Alors, le grand-père de Frédéric Chopin a été baptisé ici, dans ses fonds baptismaux. Voilà. Et ensuite, à l'âge de 12 ans, il a intégré la compagnie des pénitents. Alors, les pénitents étaient une association catholique qui aidait les veuves et les orphelins. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la sécurité sociale. Elle disait une messe indépendamment de la messe du curé le dimanche. Et elle avait un rôle social, notamment pour les enterrements, pour l'aide aux familles. Alors derrière nous, on voit ici quelques symboles. Ça, c'était pour les processions de la Semaine Sainte, le Vendredi Saint. Ça, c'était pour éclairer la nuit dans les processions dans le village. Ici, nous avons d'autres bâtons de pénitents pour des fêtes comme Noël ou Pâques. Voilà. Donc les pénitents ont un rôle très important et je pense qu'ils avaient surtout une tradition de chant choral et de musique. Il y a d'ailleurs des pages d'antiphonaires, des parchemins écrites par l'ancêtre de Chopin. Donc les ancêtres de Chopin avaient déjà une sensibilité à la musique et surtout à la musique sacrée. Nous avons connu, Denis, toi encore, les vieux du village, les derniers des pénitents. Louis Albrun était le dernier des pénitents qui chantait chaque dimanche encore. Ça veut dire le curé du village leur avait appris, il y avait une tradition. Le curé du village leur avait appris à chanter la messe en latin. Donc il y avait cette tradition musicale, cette tradition de chant. Et je pense que c'est une des choses qu'a pu puiser le père de Frédéric Chopin, c'est déjà son goût de la musique, bien que modeste, mais dans ce magnifique village des Chapins.
Voilà, la Vierge du Villars qui est... Jusqu'en 1800, il y avait une église et un curé, bien sûr, au Villars, permanent. Ensuite, le maire de Saint-Grépin a demandé à l'évêque, Monseigneur Duperry, qu'il n'y ait plus de curé au Villars, afin que les gens descendent le dimanche à la messe à Saint-Grépin. Ça leur permettait aussi de déclarer les enfants et d'avoir une vie administrative plus suivie. Voilà un décret signé par Napoléon III. Il est signé de Biarritz, parce que Napoléon III passait beaucoup de temps, on le sait, au Grand Hôtel du Biarritz, et qui désigne donc l'église du Villars comme succursale. C'est-à-dire que l'église principale devient Saint-Grépin. Voilà, nous sommes au petit hameau de Guion, à côté des Chapins, qui surplombe la vallée de la Durance et la remarquable et rarissime forêt de thurifères, genévriers thurifères, Juniperus. Voilà, nous allons aller les voir de près, car ce sont des arbres remarquables et qui étaient liés à l'époque des ancêtres de Chopin au travail du bois. Voilà cette ancienne et rarissime forêt de thurifères de Saint-Grépin. Le Thuriferus genipera est un arbre très très ancien. Avec l'Artémis, ce sont les deux végétaux les plus anciens d'Europe. On parle de 2 millions d'années. Les paléologues ont étudié les pollens de ces... Ils étaient là déjà à l'époque périglaciaire, donc très anciens. Ils ont vu cette forêt a vu passer Hannibal, Pompée, César. Elle a vu tous ces guerriers qui sont passés dans la vallée de la Durance. Alors c'est intéressant parce qu'à l'époque des ancêtres de Chopin, le bois était travaillé, on s'en servait pour le chauffage, c'était moins protégé qu'aujourd'hui et surtout pour les meubles. C'est un bois rustique qui sent très bon, très parfumé. Voilà, cette forêt, c'est une variété vraiment très ancienne qui a connu les bisons, qui a connu les mammouths, qui a connu les ours. C'est une très très ancienne forêt. Il y en a à Saint-Grépin, il y en a un peu en Espagne, quelques exemplaires en Corse. Donc ce sont on peut dire des vestiges végétaux rarissimes. Pline l'Ancien en parle déjà dans ses écrits. Pline a beaucoup écrit sur la Durance, sur les forêts qui bordent la Durance. Donc très intéressante forêt des thurifères, tout près des Chapins de Saint-Grépin, berceau de la famille Chopin. Les ancêtres de Frédéric Chopin étaient donc des petits paysans pour qui la culture de la vigne était fondamentale. L'hiver, ils travaillaient le bois, notamment le bois des thurifères, et le reste de l'année, ils cultivaient la vigne, hein, d'où cette passion pour le vin que l'on retrouve ensuite en Lorraine et qui permet à Nicolas, le père de Frédéric Chopin, d'avoir une belle carrière de régisseur de vigne. Alors, la vigne, c'était un des derniers villages de la Haute-Durance où on fait du vin. On faisait un vin d'assez bonne qualité. Et nous avons là une cave, la cave typique des Chapins, des Chopins, avec, vous voyez, le vieux pressoir en bois, la vieille cuve. Tout ça est très ancien et tout ça permettait de faire à un prix très modique un très bon vin. On en vendait une partie, le reste servait pour la famille. Et c'était donc la culture du vin. N'oublions pas que le vin servait aussi pour la messe, pour le curé. Il était vendu aussi aux abbayes. N'oublions pas qu'il y a près d'ici l'abbaye de Boscodon. Les moines de l'abbaye d'Oulx en Italie venaient aussi acheter du vin à Saint-Grépin, où ils avaient d'ailleurs quelques vignes. Voilà la culture du vin à Saint-Grépin qui était très importante. Et cette vénérable et antique cave en est la démonstration. Et vous voyez les toiles d'araignée, on voit que cette cave n'a pas été ouverte depuis des siècles. Voilà, chers amis, ici s'achève cette magnifique histoire de cette famille de Saint-Grépin, partie de ce village via la Lorraine, s'installant à Varsovie pour donner naissance à un des plus grands génies musicaux de tous les temps. Voilà, c'était gravé dans la pierre d'ici, avec Louis d'ici. À bientôt, la prochaine semaine, nous irons dans le Champsaur sur les pas de Léziguières.